j'ai dit, en fait, c'est une contribution par rapport au site web, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est juste pour dire que actuellement, on n'a pas besoin d'être un grand développeur pour concevoir un site web. Parce qu'il y a des applications comme, je peux le dire, Wix ou WordPress, en fait, qui sont gratuits et libres, qui vous permet facilement de créer votre site web, et de façon dynamique même. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas besoin d'être informaticien pour faire un site web. D'accord? Mais jusqu'à une certaine limite. Quand ça devient compliqué, là, il faut s'y connaître. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais il y a des limites par rapport à ces applications comme Wix. Même l'utilisation de WordPress, quand on ne s'y connaît pas beaucoup, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Mais peut-être que ce qu'on sait déjà faire, ça convient. C'est pour ça que je dis que ça dépend de ce que vous voulez faire, tout simplement. D'accord? Donc, une fois qu'on a passé cette étape de conception, on passe à ce qu'on appelle l'hébergement et le nom de domaine. C'est très simple. Quand je fais un site web, je le fais sur mon ordi, avec toutes les applications que j'ai, etc. Je fais tout sur mon ordi. Mais pour que vous puissiez le voir, vous ne pouvez pas, avec votre ordinateur, voir ce que j'ai sur mon ordinateur. C'est pour ça qu'on parle à ce moment-là maintenant d'hébergement et de nom de domaine. Ça veut dire qu'une fois que j'ai ce qu'il faut, pour que ce soit visible sur Internet, il faut l'héberger sur un serveur web. C'est ça l'hébergement. Il y a un peu partout au Sénégal et dans le monde des fournisseurs de services pour ça. Leur job, c'est d'héberger vos sites Internet. C'est ça leur job. Vous les contactez, ils peuvent être au Sénégal ou partout dans le monde. À travers Internet, vous les contactez. Vous payez, ils vous ouvrent un compte, vous envoyez vos fichiers, vous configurez vos bases de données, et hop, votre site marche. C'est ça qu'on appelle l'hébergement. C'est de prendre votre travail et de le mettre sur un serveur web. Il y a des fournisseurs pour ça. Vous les contactez, vous payez et ils vous ouvrent une fenêtre pour que vous placiez vos fichiers, vous configurez vos bases de données, tout. Et après, votre site va marcher, sauf que maintenant, pour que ça marche, il faut que votre site ait ce qu'on appelle une adresse. Donc, les deux vont de pair. L'hébergement et l'adresse vont de pair. Et à ce moment-là, c'est à vous de choisir. Vous dites, est-ce que je veux un .sn? L'extension .sn, c'est le Sénégal, tout comme on a l'extension .fr qui est la France, .bj, .machin, .ml qui est le Mali. Chaque pays a son extension. En plus des extensions comme .com, .net, .org que tout le monde peut prendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Chaque pays a son extension. En même temps, on a des extensions .com, .net, .org, .info, tout ça, tout le monde peut prendre. OK? Maintenant c'est à vous de faire un choix. Est-ce que votre site va être un .fr, un .fr, un .com? Maintenant, ce choix-là, il est purement commercial. C'est à vous de vous dire, franchement, je préfère prendre un .com parce que c'est libre, parce que c'est là. D'autres vont vous dire, non, 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 moi, je suis vraiment une institution de la République, je vais préférer prendre un .sn, etc., etc. Voilà, ça dépend. Chacun a ses choix. C'est à vous de... Il n'y a rien qui est obligatoire, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. D'accord? Et maintenant, il faut savoir que, en ce qui concerne le .sn, par exemple, si vous voulez un .sn, c'est géré ici au Sénégal par une structure qui s'appelle nic.sn, qui se trouve à l'université. C'est eux qui gèrent l'extension .sn. C'est à eux qu'on a confié ça. Maintenant, l'aspect vente, eux, ils ne vendent plus. Il y a des prestataires, comme Arc Informatique, qui y a d'autres, voilà, il y en a beaucoup, hein, qui vendent les noms de domaine, creole.com, qui vendent des .sn. C'est à eux que vous vous adressez, vous remplissez un formulaire, voilà, vous payez 20 000 francs par année pour avoir un .sn. Et vous choisissez le nom de votre entreprise, je ne sais pas moi, massamba.sn si je veux. D'accord? Eux, donc, ils vous vendent le .sn et ils peuvent en même temps vendre l'hébergement ou bien vous héberger ailleurs. C'est à vous de voir. Les prestataires, souvent, ils peuvent vous vendre en même temps le nom de domaine et l'hébergement, mais vous pouvez aussi prendre un nom de domaine ici et prendre un hébergement là-bas. Après, toute histoire de configuration à faire. Mais ça, c'est vraiment les webmasters qui le font, qui s'y connaissent, etc. Ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Les webmasters savent ce qu'il faut faire. Vous, à la limite, il va vous demander, est-ce que vous préférez un .sn ou un .com ou un .net? Parce que quand c'est un .com ou un .net, je me connecte tout de suite sur Internet, je peux acheter un .com ou un .net. Et là, le premier venu est le premier servi. Si le domaine est disponible. Parce que c'est ça aussi. Il faut d'abord être sûr que ce que vous voulez, c'est disponible. D'accord? Si j'ai une entreprise qui s'appelle Transair, et je veux transair.com, je vais aller voir déjà si c'est disponible, parce que peut-être qu'au Kenya, il y a une autre entreprise qui s'appelle Transair, ou bien en Inde,
et que cette personne a déjà pris transapp.com. Donc, si c'est déjà pris, vous n'y pouvez absolument rien, vous êtes obligé de changer de nom. Ça, il faut le savoir. Mais c'est des choix à faire juste ici. Pour voir si un autre domaine est disponible, vous pouvez aller sur whois.net. Et là-bas, vous pouvez vérifier si un autre domaine est pris ou bien il est disponible. D'accord? Juste une question et on continue. Je voudrais un peu contribuer concernant l'hébergement. En disant que maintenant, avec les solutions SaaS, Software as a Service, on peut ne pas tenir les charges d'entretien, n'est-ce pas, ou bien de sécurité, ou bien d'hébergement. Donc, c'est cet logiciel qui va prendre en charge toutes ces questions-là. Donc, on ne fait qu'animer le site. Ce qu'on appelle les solutions SaaS, Software as a Service. Alors, les solutions SaaS sont souvent utilisées pour des applications. C'est vraiment très orienté souvent application. D'accord? Ils vous proposent souvent des applications en ligne. D'accord. Et ça peut être une option. Ça peut être une application de gestion de ceci, de gestion de cela, de comptabilité de ceci ou cela. Et maintenant, au lieu d'acheter cette application-là, les gens, vous faites un abonnement chez eux et après, ils vous ouvrent des comptes et paramètres et tout, et vous utilisez l'application en ligne. C'est des applications en ligne que vous pouvez utiliser. Et ça peut être une solution surtout pour les entreprises qui démarrent, qui n'ont pas assez de moyens pour acheter des applications. C'est ce qu'on appelle les SaaS. Des services as a software. D'accord? Donc, c'est des possibilités qui existent également. Mais c'est plutôt orienté application. D'accord? Alors, donc ça, c'était... Évidemment, il y a des gens qui optent pour les serveurs d'hébergement, il y a 3 possibilités. Soit vous avez un serveur d'hébergement au niveau même de votre société. Mais ça, c'est assez compliqué. En général, c'est les grandes sociétés qui le font. Parce que ça demande du matériel, ça demande des liaisons spécialisées, ça demande quand même une équipe qui s'y connaît, ainsi de suite. Voilà. Ça, on met de côté pour le moment. D'accord? Les 2 autres solutions qui restent, c'est je prends un serveur d'hébergement qui est au Sénégal, ou bien je le prends aux États-Unis, en Chine, où je veux. C'est absolument la même chose. C'est totalement transparent pour l'utilisateur final. Quand je fais psj.net, je regarde le site du PSG, moi, utilisateur, je ne peux même pas savoir si ce site est hébergé au Sénégal, ou bien en Inde, ou au Japon. C'est totalement transparent pour l'utilisateur. Ça, c'est des choix que vous faites en interne, tout simplement. D'accord? Et il y a des prestataires de services pour ça qui sont au Sénégal. J'en ai cité, il y a Arc, il y a Hewell, il y en a d'autres qui peuvent vous héberger votre site. Tout comme vous pouvez vous dire, non, je vais prendre le fournisseur qui est aux États-Unis, parce que tout se fait sur Internet. Vous les contactez tout de suite, vous allez sur leur site, vous dites, moi je prends tel package, je sais combien, c'est 20 €, ok, je paye, et puis c'est fini, vous mettez votre site. D'accord? C'est des choix. Chacun a le droit de faire le choix qu'il veut. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais sachez que quel que soit l'endroit où se trouve votre site, pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. Il ne sait pas que le site qu'il est en train de visiter est au Sénégal ou aux États-Unis. Il ne le sait pas. C'est la même chose. On est d'accord? Alors, évidemment, quand vous avez un site web, pensez à plusieurs choses. Est-ce que votre site a des outils de sécurisation? Parce que sur le web, on est vulnérable. Dès qu'on est sur Internet, on est vulnérable. On peut être attaqué. Même le site des plus grands groupes au monde, même la CIA se fait attaquer. Tout le monde se fait attaquer. Donc, il faut au moins demander au gars qui vous a fait votre site, au moins, est-ce qu'il y a des outils de sécurisation et de sauvegarde? Au moins, si vous êtes attaqué, vous pouvez remettre une sauvegarde. D'accord? Ensuite, est-ce que le gars qui vous a fait votre site, il vous a livré les comptes d'administration? Parce que les webmasters, pas tous bien sûr, il y en a qui, pour pouvoir garder la main sur votre site, ça veut dire que tout ce que vous voulez faire après, vous êtes obligé de revenir le voir. C'est des pièges. Il vous fait votre site et tout, mais après, il garde les comptes. Et après, tout ce que vous voulez faire, vous êtes obligé d'aller le revoir. Alors que non, ce n'est pas normal. Il doit vous remettre tous les comptes d'accès, d'administration. Il faut bien veiller à ça. Est-ce que le webmaster qui vous a fait votre site, il vous a remis tous les comptes d'administration parce que c'est à vous, ce n'est pas à lui. D'accord? Ensuite, évidemment, le nom de domaine hébergement. Est-ce que ça, il l'a fait à votre nom? Ça, c'est un grand piège. Il y a beaucoup de gens qui reviennent me voir parce qu'ils ont été piégés à ce niveau-là.
Qu'est-ce qui se passe? Quand j'achète un nom de domaine sur Internet, un .com sur Internet, quand je l'achète tout de suite, vous l'achetez avec une adresse email. D'accord? Parce que je mets mon adresse email, je dis que voilà, je veux ce site-là, quelle est votre adresse email, vous mettez, alors c'est $10, vous payez, et ainsi de suite. L'adresse que je viens d'acheter m'appartient, même si je l'achète à votre nom. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté avec mon adresse email à moi. En réalité, ça m'appartient, ça ne vous appartient pas. Et beaucoup de gens se font piéger. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après, si vous avez un problème avec votre webmaster, si au bout d'1 an, 2 ans, vous n'avez plus de contact avec votre webmaster, alors que c'est des abonnements qu'il faut renouveler, vous perdez votre adresse. Et tant que vous ne retrouvez pas ce webmaster-là, vous ne pouvez rien faire pour récupérer l'adresse de votre site. Ça veut dire que quand un webmaster vous réserve un site, assurez-vous qu'il a réservé l'adresse avec votre email à vous. Sinon, vous êtes vulnérable. Et ça, beaucoup de gens tombent également dans ces pièges-là. Donc, il faut faire attention également. Et pour ça, non seulement il va vous remettre les informations, mais même si vous allez sur Who's, vous allez voir qu'au niveau des contacts liés à cette adresse-là, c'est votre contact à vous qui est là-bas. Donc, attention à ces petits pièges-là. C'est bon pour tout ce qui est Internet? Des questions par rapport à Internet de façon générale? Oui. On va prendre juste 2 questions maximum pour pouvoir commencer. Je voulais savoir seulement pour la création d'un blog. Oui, ça se passe. Alors, pour les blogs, il y a des blogs gratuits. Il y a des prestataires, des solutions de blogs gratuits. Si vous recherchez sur Internet, blog gratuit, vous allez trouver. Il vous ouvre une fenêtre, il vous donne un login et un mot de passe. Vous postez votre truc là-bas et ça s'affiche. En général, c'est sur une adresse aussi. Ça peut être votre nom, momodou.blog.com, un truc comme ça. Et là-bas, vous avez votre blog gratuit. Ou bien, si vous voulez payer, vous faites un blog avec WordPress ou bien un autre outil et vous cherchez un hébergement spécifiquement pour vous dans ce cas. Et après, vous créez un blog avec des outils comme des CMS, des WordPress, il y en a d'autres qui font des blogs. Vous les créez et après, vous postez. D'accord. Oui, allez-y. J'ai une question par rapport à la sécurité, excusez-moi. Bon, parce que j'évolue dans le domaine de la parfumerie aussi. Et quand j'ai posté mon produit sur un site, alors j'ai reçu automatiquement, quelques jours après, j'ai reçu un message sur mon WhatsApp d'un numéro étranger qui me disait qu'il était un fournisseur. Alors, il m'a envoyé un lien pour me donner la liste de tous les parfums dont il dispose et les prix et tout ça. Mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer la communication avec lui pour savoir si c'est vraiment un fournisseur et si le produit qu'il a aussi, c'est original ou bien c'est juste de l'arnaque. Donc, je voulais savoir sur ce genre de position, comment savoir si tu es sur le bon fournisseur et si il possède vraiment le produit qu'il te montre que ça c'est ce qu'il vend et si c'est pas aussi de l'arnaque. Oui, alors, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire des recherches sur le nom de ce fournisseur. Si son entreprise a un nom, faites des recherches sur Internet sur ce nom-là et essayez de voir ce que vous allez trouver comme information. Le souci, c'est que la liste qu'il m'a envoyée, c'est sur format Excel. Il n'y a ni nom d'entreprise, il ne m'a pas envoyé Déjà, son c'est nom. douteux. Déjà, ça veut dire que Voilà, c'est suspect. c'est ça. Déjà, c'est suspect. Ne traitez pas avec une entreprise qui n'a pas d'identité. Là, ça devient tout de suite suspect. Il faut que ce soit une identité et que vous puissiez avoir des informations en faisant des recherches sur cette entreprise-là. Ou bien vous faites des recherches sur votre produit en mettant fournisseur, le nom du produit, etc. pour voir au moins si vous allez le trouver là-bas. D'accord? Il n'y a que ça que vous pouvez faire. Okay? Mais effectivement, il faut beaucoup se méfier des soi-disant fournisseurs sur Internet. Et après, ils vont vous demander de payer. Et une fois que vous payez, ils disparaissent, tout simplement. Oui, dernière intervention. Allez, passez le micro. Qui a le micro? Le micro qui était de ce côté, il est où? Bonjour, je m'appelle Mohamedou Sissé. En fait, je voulais savoir, tout à l'heure vous avez évoqué un bon site web. Et ma question est,
quel est le budget en moyenne pour avoir un bon site web pour un jeune entrepreneur? Ok. Alors, les sites web, c'est très élastique en fait. Un bon site web, je pense qu'en moyenne, ça peut aller de 300 000 jusqu'à 5 millions ou même plus 10 millions. Et il y en a même qui payent 20 millions pour des sites web. Et plus. Parce que ça dépend de la taille de votre entreprise, de vos activités, du type de site. Il y a des sites web qui sont liés à des applications extrêmement... Voilà. Par exemple, un site web d'une banque, etc., ce n'est pas la même chose qu'un site web d'un petit hôtel. Parce que les banques, après, il y a des trucs pour également afficher les comptes bancaires, il y a beaucoup de questions de sécurité. Vous voyez un peu, il y a des passerelles avec les applications même qu'utilise la banque. Voilà, ça c'est à un autre niveau. Ça, c'est le genre de site qui coûte beaucoup d'argent. C'est commercial. Pardon? Par exemple, comme Alibaba ou bien Jumia. Ah oui, pour ces sites-là, en fait, ces applications-là, vous pouvez les avoir. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Mais il faut dire que des portails comme Alibaba ou bien autres, ils ont des serveurs extrêmement costauds. Parce que le nombre de visites qu'ils reçoivent, il faut vraiment derrière être solide pour que le serveur puisse tenir. Parce que c'est ça aussi. Plus vous avez des visiteurs sur votre site, plus aussi ça demande beaucoup de capacité serveur. D'accord? Donc quand on a des portails comme ça qui sont visités de partout dans le monde, en même temps, ça veut dire que aussi côté serveur, il faut assurer. Et eux, ils ont des serveurs très costauds. Ce n'est pas seulement une machine qui est là, non, non, non. Eux, ils ont des trucs vraiment... Et même beaucoup de serveurs avec des informations qui sont redondantes, un peu partout dans plusieurs pays, etc., pour pouvoir gérer. Parce que là, ils sont vraiment à un autre niveau. D'accord? Mais les serveurs, c'est ceux qui sont dans tout ce qui est hébergement. Mais les Alibaba, ils ont leur propre structure. Et quand je dis structure, ne vous attendez pas à entrer dans une salle et vous voyez 2 ou 3 serveurs. Non, non, non. Vous allez voir des piles de grands serveurs comme ça, rassemblés. C'est du costaud. C'est vraiment du costaud pour pouvoir gérer cette quantité d'informations-là. Et dans plusieurs pays, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Avec des informations qui sont partagées, enfin c'est très compliqué. D'accord? Mais là-bas, c'est un autre niveau. Maintenant, pour un simple site web, calculer peut-être 200, 300 000, ça peut aller jusqu'à 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions. Tout dépend du prestataire, de ce que vous voulez exactement, de la taille de votre entreprise. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. D'accord? Mais c'est ça. C'est bon? C'est bon pour tout ce qui est Internet? Oui, dernière question, toute dernière. Vous avez le micro? Passez-le le micro, s'il vous plaît. Ouais, ma question c'est par rapport à la publicité d'un site web. Si on dispose d'un nom de domaine et d'un hébergeur et qu'on veut passer des publicités dans notre site web pour nous générer de l'argent, comment on peut faire? Si vous êtes? Si on a un site web et on veut se faire de l'argent en passant de la publicité pour d'autres sites, comment faire pour accéder à ces forfaits? Oui. En fait, c'est très simple. Quand déjà vous faites votre site, vous prévoyez des bannières publicitaires. C'est-à-dire les emplacements des bannières sur votre site. Ça, c'est pas compliqué, c'est rien du tout. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir des clients pour ça. Pourquoi je vais faire une publicité? J'ai une entreprise, vous venez me proposer une publicité chez vous. Si votre site web n'est pas visité, je ne vais pas faire de pub chez vous. C'est ça qui est difficile. D'avoir des clients pour le marché de publicité. Les gens vont aller faire des pubs sur Seneweb, Truc Dakar, Expat, machin, parce que c'est des portails qui sont visités. Donc, facile de gagner des marchés de pub. Mais pour débuter, c'est toujours très difficile. Il faut faire son petit bout de chemin. Il faut d'abord être connu avant de pouvoir vendre de la publicité. Si vous n'êtes pas connu, si votre site n'est pas visité, vous allez avoir du mal à gagner des marchés de publicité. Mais ça, c'est logique. Hein. C'est comme ça. D'accord? C'était votre question? Pas vraiment? Comme précisé? Par exemple, quand on ouvre certains sites, sans le savoir, on nous demande d'accepter certaines conditions. Après, on se retrouve à avoir des images indésirables. Ah, d'accord. C'est genre de publicité. Okay. Normalement, quand vous avez votre site web avec tous les trucs légaux, ça vous génère de l'argent. Et c'est ma question est de savoir comment faire pour profiter de cela, ces genres de publicité.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs choses. Ça part souvent des moteurs de recherche. Tous les sites que vous visitez, et pas seulement des moteurs de recherche, mais des moteurs de recherche, des navigateurs et tout. En réalité, dans ce monde maintenant, tout repose sur la collecte d'informations. Parce qu'on est toujours pisté par rapport à ce qu'on fait. Ça veut dire que sur votre ordinateur, votre téléphone, il y a des applications qui sont installées pour savoir quels sont vos centres d'intérêt. Vous voyez? Parce qu'on sait que vous avez l'habitude de poser une question sur ça, vous avez l'habitude de visiter tel type de site, etc., etc. Et là, on sait tout de suite quel est votre centre d'intérêt. Et maintenant, il y a des systèmes qui analysent tout ça. C'est des données, le plus souvent qui sont vendues d'ailleurs. Et après, avec des algorithmes, on analyse tout ça pour dire que pour telle personne, c'est ça ses centres d'intérêt, donc je vais lui proposer tel type de site. Dès que vous naviguez, vous voyez un truc qui s'ouvre avec quelque chose qui vous intéresse. Parce que, quelque part, on a eu l'information que c'est ça qui vous intéresse. Et tout ça, évidemment, c'est transparent, mais c'est comme ça que ça marche. D'accord? Et bon, c'est dommage. C'est légal, c'est pas légal, mais bon, c'est comme ça que le monde marche. D'accord? On est tous pistés, hein? On est tous pistés par rapport à nos centres d'intérêt. Ça, il faut vraiment le savoir. Alors, je vous avais promis de vous montrer ça. Regardez Jeff Bezos à ses débuts. C'était ça son bureau d'Amazon. Vous voyez un peu comment il a commencé? Vous voyez les livres à côté. Il vendait des livres avec un tout petit bureau comme ça, tranquillement et tout. Et vous voyez que ça ne s'est pas fait en un seul jour. Le gars, il a... Et maintenant, c'est devenu quoi? Amazon. Ça, là, c'est devenu... Regardez maintenant un peu les entrepôts d'Amazon, à quoi ça ressemble. Regardez, ça, c'est des entrepôts d'Amazon dans le monde. Vous vous imaginez un peu? Est-ce que vous imaginez un peu cette histoire-là? C'est des entrepôts d'ailleurs qui sont... Tout ça, c'est des robots. Tout est géré par des robots. Ce n'est pas une personne qui vient, je prends le colis qui va à Bruxelles, je le mets là-bas. Tout est automatisé. Regardez, vous ne voyez personne. C'est ça maintenant Amazon. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'homme le plus riche au monde, presque. Et ça, il l'a dans tous les pays, dans beaucoup de pays. Et tout ça, c'est des colis qui font que passer. Le gars, il est tranquille, hein? Lui, il ne fabrique rien du tout. il est là où il est, c'est les gens qui utilisent son portail pour vendre, pour acheter, et puis c'est tout. Lui, il est tranquille, il passe à autre chose. D'accord? Donc, vous voyez un peu, c'est quand même énorme. Il est passé de ça à ça. Il est passé de ça à ça. Mais en quoi? En 20 ans peut-être ou plus, je ne sais même pas. 2000? Ah oui, c'est ça. Non, il est très riche. Et il prend du bon temps pendant que nous, on lui donne de l'argent à chaque fois qu'on achète sur Amazon. Mais c'est comme ça que ça marche. OK? Alors, c'est bon pour tout ce qui est Internet? Alors, on va, si vous le permettez, hein, on va gagner du temps en commençant... où est-ce qu'on est là? Alors, on va passer à la bureautique. Word, on va faire Word, PowerPoint, Excel. Évidemment, peut-être un peu plus de Word que de Excel. Excel, on va faire la base. Hein. Ne vous inquiétez pas. Souvent, les gens ont peur d'Excel. Oui? Avant d'attaquer, vous aviez promis de nous montrer comment on peut travailler sur plusieurs écrans à la fois. Oui, c'est à la fin. C'est un peu les astuces qu'on va montrer à la fin. Je l'ai mis quelque part. D'accord? Alors, les gens ont peur d'Excel, donc je ne vais pas trop insister sur Excel. Je ne vais pas vous brouiller les esprits non plus. Parce que ce n'est pas seulement des informations qui sont ici. Hein. La salle est assez hétérogène, donc je ne vais pas trop insister sur des choses compliquées. Mais quand même, il y a des choses que n'importe qui devrait connaître sur Excel. N'ayez pas peur d'Excel. Je vais juste vous montrer 2 ou 3 trucs avec lesquels vous allez commencer. Et après, une fois que vous commencez, ce sera à vous d'aller un peu plus loin. D'accord? Mais je ne vais pas trop insister sur ça. OK? On va faire PowerPoint rapidement aussi. Comment faire une bonne présentation PowerPoint, c'est important. Mais bon, il n'y a pas énormément de choses à connaître sur PowerPoint non plus. Hein. On va y aller très vite sur ça.
Et Publisher, en quelques minutes aussi, rapidement, vous expliquer ce qu'on peut faire avec Publisher. D'accord, mais aujourd'hui, on va commencer avec Word, oui. Pardon? S'il vous plaît. Oui, vous dites? Ah non, on ne pourra pas Access. Oui, mais comme Access est un peu plus poussé, là, il faut que je me limite à des choses qui sont basiques. Sinon, les gens vont, ça va brouiller la tête des gens. Vous voyez? Vous dites que ce serait bien de faire Access parce que vous en avez souvent besoin en entreprise, quand vous avez une large gamme de clientèle, etc. C'est ça? C'est vrai, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire. Et j'évite d'entrer dans des choses trop compliquées. Sinon, après, le résultat n'est pas très bon. D'accord? D'accord. Donc, je vais déjà faire le basique. Vous êtes dans le groupe TIC après? Oui, si c'est De possible façon, de nous... quand on fera les formations sectorielles, en TIC, je vais revenir après pour un module beaucoup plus poussé. Mais ce sera, là, en TIC, on suppose que la plupart des gens sont des informaticiens. Ou bien, au moins, en tout cas, ils peuvent aller un peu plus loin. Là, ce sera le moment d'aller plus loin dans les modules. Mais ici, c'est un tronc commun, c'est juste le minimum de choses que chacun doit connaître. D'accord? Ok, merci. Sinon, après, le résultat ne sera pas bon. On va peut-être faire un module qui est court aujourd'hui. Comme ça, demain, on commence Word. Demain matin. D'accord? Là, on va peut-être commencer, par exemple, par PowerPoint. Comme ça, on fait PowerPoint, on le termine et je vous libère. Et demain matin, tôt, on commence avec Word. D'accord? Peut-être que c'est plus simple comme ça. Parce que Word va prendre... Je vais mettre plus de temps sur Word que sur les autres. D'accord? Alors, non, on va faire PowerPoint. Demain, on fera Word Excel. D'accord? Alors, PowerPoint. PowerPoint, c'est ce que je suis en train de vous montrer, tout simplement. D'accord? C'est faire une bonne présentation ici. C'est ça que j'utilise pour faire ça. Qui a déjà utilisé PowerPoint dans la salle? OK. D'accord. Alors, ce que j'ai fait dans ce module de façon globale, les gens utilisent souvent, les gens sont sur Internet, les gens utilisent Word, etc. Mais je me suis dit, d'accord, les gens l'utilisent, mais il y a quelque chose qui manque. Parce que dans le cadre de mon travail, je suis en contact avec les professionnels et ça me fait voir un peu là où les gens ont des difficultés. Les gens ont fait des cours de Word, ils utilisent Word, mais j'ai remarqué qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas faire. Et j'ai accentué tout le cours sur ces choses que les gens ne savent pas faire en général, tout simplement. Ce n'est pas un cours sur Word, j'ai juste sorti les points clés qui seraient utiles pour les gens. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Alors, si on prend PowerPoint, le problème avec PowerPoint, c'est quoi? Évidemment, PowerPoint, c'est toujours bon de partir d'un bon modèle de présentation, mais vous avez des modèles déjà sur PowerPoint. Vous ouvrez, vous avez les modèles. Je vais ouvrir tout à l'heure, vous allez voir. Mais c'est dans la présentation qu'il y a un souci. Pourquoi? Parce que quand on fait une diapo PowerPoint, c'est pour que les gens voient ce que vous faites. Qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez trop de texte avec un petit caractère, etc., les gens ne voient plus. De la même façon, si vous mettez trop d'animations, des trucs qui vont à gauche et à droite, non, les gens se perdent. C'est là où il y a un petit souci peut-être qu'il faut corriger. Ici, par exemple, la gestion de l'espace. Parce que une fenêtre PowerPoint, c'est ça. Et en fonction de ce que vous voulez dire, peut-être que vous n'avez pas assez d'espace pour tout mettre. Ça veut dire quoi? Ici, par exemple, la marge de gauche prend beaucoup d'espace. Vous avez utilisé tout ça pour mettre ces images-là. Et après, il ne vous reste pas beaucoup d'espace pour mettre du contenu, peut-être. Là, ça va. Mais si vous avez beaucoup trop de contenu, ça veut dire que cette image que vous avez mise ici, il faut peut-être la réduire. D'accord? Il faut bien veiller à ces choses-là et savoir qu'est-ce qui est la priorité pour vous. D'accord? Ensuite, les retraits successifs en prennent aussi énormément, beaucoup d'espace. Les retraits, tac, 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 et vous perdez tout ça. Parce que l'espace qu'occupe un slide, c'est vraiment très restreint. Quand vous faites des PowerPoint, vous êtes toujours confronté à ce problème-là. Vous n'avez pas assez d'espace pour tout mettre. D'accord? Et ici,
on dit les retraits successifs en prennent énormément, et pourtant, toutes les propositions de cette diapositive sont sur un même plan logique. Alors, ça, c'est quelque chose de très important quand on fait un PowerPoint, c'est le plan logique. C'est quoi le plan logique? Toutes ces choses-là sont au même niveau logique. Toutes ces informations-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on appelle par le niveau logique. C'est-à-dire que cette information n'est pas une résultante de celle-là. Celle-là n'est pas dans celle-là. Toutes ces informations sont au même niveau. Ça veut dire que ici, ces retraits-là ne se justifient pas. Vous devez mettre au même niveau. Sauf si cette information dépendait de celle-là, ce retrait se justifie. Mais comme c'est les mêmes types d'informations, mettez tout au même niveau. Il faut bien comprendre comment utiliser les retraits et les puces. Il faut que ça suive une certaine logique. C'est valable quand on fait un PowerPoint, c'est valable quand on fait Microsoft Word. Il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut que ça suive une logique. Ici, comme c'est le même plan logique, c'est le même niveau. Ici, ça veut dire que tout ça aurait dû être aligné là. Tout simplement. Au lieu de perdre de l'espace comme ça, sans que ça ait un sens, justement. D'accord? Ensuite, le titre prend beaucoup d'espace vertical. Ça dépend. Si vous avez assez d'espace, ça ne gêne pas d'avoir un titre. Là, on a assez d'espace, ça ne gêne pas d'avoir un titre comme ça. Mais parfois, vous ne vous reste pas beaucoup d'espace ici, ça veut dire quoi? Réduisez un peu le titre, tout simplement, pour gagner de l'espace. Un autre problème qu'on rencontre souvent dans les PowerPoint, c'est ça. C'est les couleurs. C'est bien beau de mettre des couleurs, mais attention à ce que vous faites. Il faut garder en tête qu'il faut que ce soit lisible. Ici, vous voyez nettement que ce texte-là n'est pas lisible. Ça donne même des maux de tête. Pareil pour ici, pareil pour ici. Donc, attention également aux couleurs. D'accord? Il faut vraiment faire très attention aux couleurs. Et aussi, ne mettez pas des couleurs n'importe comment. Il faut que les couleurs que vous mettiez aient une logique. Si vous mettez un titre d'un même niveau, c'est-à-dire si vous avez grand 1, grand 2, grand 3, à l'intérieur de grand 1, vous avez petit a, petit b, petit c, ainsi de suite. Ça veut dire que tous les grands 1, grand 2, grand 3 doivent être au même format. C'est ça la logique d'une mise en page, que ce soit dans Word ou dans PowerPoint. Si mon grand 1 il est comme ça, mon grand 2 doit être comme ça, mon grand 3 il doit être comme ça. Si mon petit a il est comme ça, mon petit b il doit être comme ça, mon petit c il doit être comme ça. Ça, c'est des choses à respecter quand on fait un document. Et sinon, après, les gens sont complètement perdus. Il n'y a pas de suite logique dans ce que vous avez fait. D'accord? Ça veut dire que je veux mettre des couleurs, mais ce n'est pas n'importe comment. Si je me dis que je mets des couleurs sur les titres, respectez ça. Tous les titres doivent avoir la même couleur, la même taille, le même format. Point. Et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? N'oubliez pas que 10% de la population a des problèmes pour distinguer les couleurs. 10%. Ça va, ça passe. Qui a des problèmes de couleur ici? Donc, de toute façon, même en dehors de ça, il faut que ce soit lisible, tout simplement. Là, on est tous pareils. Hein. Je pense qu'ici, on ne lit pas du tout. Donc, faites attention sur les couleurs. Alors, comment rendre votre présentation illisible? Avec une petite police, on en met plus par ligne, mais personne n'arrivera à vous lire. Quand c'est trop petit, les gens ne lisent pas. Et à quoi ça sert? Si vous faites un PowerPoint avec des textes très petits, on ne peut pas lire. D'accord? Même grande, avec une police cursive, c'est ça qu'on appelle une police cursive. C'est quelque chose qui ressemble à du manuscrit. D'accord? C'est difficile. Il faut éviter aussi les polices cursives comme ça. Parce que ce n'est pas très lisible. D'accord? Alors, ici également, on a mis des empattements. Alors, les empattements, c'est quoi? C'est les trucs que vous avez aux différentes extrémités. Ce texte-là est plus lisible que celui-là. Du Arial vers Dana et tout ça, en général, c'est plus lisible que le Times New Roman et tout ça. Pour ce genre de présentation-là. D'accord? Ensuite, le mélange de majuscules et de minuscules est nettement plus agréable. D'accord? Il faut bien faire attention. Majuscule quand vous devez être en majuscule. Ne mettez pas tout votre texte en majuscule. Donc, le mélange de majuscules et de minuscules est nettement plus agréable qu'une ligne faite uniquement avec des majuscules. C'est ça que je disais tout à l'heure. Ne faites pas un texte complètement en majuscule. Ce n'est pas lisible. D'accord?
Alors, attention aux animations. Vous voyez, faire des trucs comme ça, à quoi ça sert? À rien du tout. Juste à faire perdre du temps. Vous voyez des trucs qui tournent. Non, 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 non. Il ne faut pas faire ça. OK? Évitez en tout cas au maximum d'ajouter des trucs comme ça. Alors, ici, le problème ici, c'est quoi? C'est que dans un seul slide, je voulais mettre beaucoup trop d'informations. Non! À quoi ça sert? Les gens ne peuvent même pas lire. Qu'est-ce que je fais dans des cas comme ça? Au lieu de le faire en un seul slide, je fais 3 slides différents. Et dans chaque slide, je mets ce contenu-là. Un pour celui-ci, un pour l'autre et un pour l'autre. C'est ça le PowerPoint aussi. Évitez de faire des trucs comme ça parce que personne ne peut les lire. Alors que vous le faites pour que les gens puissent le lire. Donc, c'est ça, les animations PowerPoint. C'est vraiment sur ces choses-là qu'il faut faire attention. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais utilisé PowerPoint, le cours d'aujourd'hui, je l'ai fait avec PowerPoint. Il est là. C'est ça, PowerPoint. D'accord? PowerPoint, en général, vous l'avez avec Microsoft Office, le plus souvent installé sur vos ordinateurs. D'accord? Vous ouvrez PowerPoint. Là, ici, je vais fermer. Fermer. Voilà. Alors, j'ouvre PowerPoint et je vais créer un nouveau. Vous avez ce qu'on appelle attention. Vous avez des modèles qui viennent avec PowerPoint. Vous voyez, tout ça, c'est des modèles. Et c'est à vous de voir le modèle que vous voulez. Et le plus souvent, il faut que le modèle, si c'est possible, ait un rapport avec votre thématique. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez juste choisir un modèle parce qu'il est joli. D'accord? Mais c'est à vous de choisir vraiment le modèle que tu veux. Et en plus, vous avez aussi des modèles sur Internet, gratuits, que vous pouvez importer. Vous pouvez prendre un modèle sur Internet, l'enregistrer et après l'utiliser. Ici, par exemple, je prends ce modèle-là. Allez. Vous voyez? Et même pour chaque modèle, il vous propose différentes couleurs. Et là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et je fais créer. Et après, PowerPoint vous propose directement. D'accord? Et ici, vous pouvez regarder, voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Toujours une première page où vous mettez le titre de votre présentation. Module TIC. Toujours, vous qui faites la présentation, mettez votre nom. Et peut-être votre fonction, voilà, tout ce que vous voulez. Ici, module TIC, voilà. Vous pouvez mettre un logo, comme si vous étiez dans Word. Insérer, image, c'est comme dans Word. C'est exactement la même chose. Et donc ici, vous choisissez logo logo PSJ. Voilà, insérer un logo, vous le mettez où vous voulez. D'accord? Et vous voyez, vous déplacez ce que vous voulez. Ça, vous le mettez où vous voulez, vous le centrez si vous voulez, centrer. C'est comme dans Word. Ça aussi, vous le centrez. Voilà, ainsi de suite, module TIC. Vous pouvez mettre une date aussi. Voilà, vraiment, vous l'agencez comme vous voulez. Oui? Ça, c'est votre première page. Toujours mettez une première page. Qu'est-ce que je fais après? Nouvelle diapositive. Regardez, j'ai fait bouton droit, nouvelle diapo. Ici, je suis venu là, j'ai fait bouton droit et j'ai fait une nouvelle diapo. Pour créer maintenant ma seconde page. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Quand c'est très long, de préférence, faites un sommaire. D'abord, pour que les gens, dès le départ, ils voient les différentes rubriques que vous voulez aborder dans votre présentation. C'est très important. Faites toujours un sommaire. Donc là, mettez un sommaire. Voilà, et puis voilà, mettez votre texte ici, ainsi de suite, d'accord? Après, je peux faire une nouvelle diapo ou bien ça, je peux le copier. Je dis dupliquer et il me refait la même page. Et ici, je mets maintenant mon premier chapitre. Et après, je mets mes textes ici, voilà, ainsi de suite. C'est vous qui formatez comme vous voulez. Pourquoi il me met des majuscules? Ah oui, c'est parce que j'avais ça.
Voilà. Vous mettez votre texte ici, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Et évidemment, veillez à la taille du texte, vous augmentez, c'est comme dans Word, hein? Vous faites vraiment ce que vous voulez. OK? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, en général, mettez un petit « je vous remercie » et voilà, un truc comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire ici comme animation, qui n'est pas forcément très gênant, c'est la transition entre les pages. Ici, par exemple, une fois que j'ai fait mon PowerPoint, pour voir ce que ça donne, regardez, je clique sur ce bouton que vous voyez ici. Ici. D'accord? Je clique sur ce bouton. Et après, voilà, ça me montre ça. Et maintenant, je fais avancer. Voilà, j'ai ça comme première page. Après, j'ai ça. Premier chapitre, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, je peux, ici, mettre ce qu'on appelle une transition. Regardez, je vais ici à transition. Je lui dis, et je choisis mon modèle de transition. Bon, n'en faites pas trop non plus, hein. Choisissez quelque chose de simple. D'accord? Ne faites surtout pas comme moi. Bon, même ça, pour moi, je trouve compliqué. Voilà, ça passe. C'est plus classe. D'accord? Donc, après, vous pouvez faire des réglages, etc. Mais bon, en général, c'est bon. Donc, ça veut dire quoi? Regardez, si je vais regarder ma première page, vous voyez comment ça s'ouvre. Et dès que j'avance, j'ai fait sur toutes les pages. Oui. OK, alors, qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Je vais faire ça. Je pense que c'est celui-là que j'avais choisi. Voilà, c'est toutes les pages. Je reviens ici. Allez, première page. Deuxième page. Troisième page, voilà. Mais ça peut faire un peu d'effet, ce n'est pas très gênant, mais bon, choisissez une animation assez simple et puis ça passe. D'accord? Et ça, vous le faites avec transition. Vous sélectionnez vos slides ici et vous allez à transition et là, vous choisissez. Hein, vous pouvez ouvrir ici, il y en a énormément. Et là, vous choisissez la transition que vous voulez. Comme animation, c'est suffisant. Mais à l'intérieur d'une page, faire des textes qui viennent à gauche et à droite, là, ça devient gênant. OK? Donc, voilà. PowerPoint, ce n'est pas très compliqué. Hein, c'est juste ça. C'est juste ça, il n'y a pas énormément de choses à connaître avec PowerPoint. Oui? Si c'est juste un souci par rapport peut-être aux autres qui n'ont jamais fait PowerPoint. Parce qu'en démarrant tout à l'heure, vous étiez sur une fenêtre PowerPoint. Par exemple, quelqu'un qui est devant son bureau, c'est-à-dire qui a ouvert sa machine et qui n'a jamais fait PowerPoint. Peut-être comment il doit faire pour arriver sur une première page à laquelle vous étiez tout à l'heure. Je vais fermer ça. C'est ça par rapport à je quitte complètement. Voilà, exactement. Merci. C'est quoi ça? Voilà. Je quitte complètement tout ça et j'ouvre PowerPoint. Voilà. OK, j'ouvre PowerPoint. Si vous ne le voyez pas sur votre ordinateur, allez ici et cherchez Microsoft Office en général. Alors, il est où? Il peut être dans le dossier Microsoft Office, tout comme il peut être dehors. Sinon, vous faites rechercher, mais il est là quelque part. Voilà, il est là dehors. Sur certaines machines, vous le verrez dans un dossier Microsoft Office, où on l'a mis avec Word, Excel et tout ça. Là, il est directement ici. Si vous l'utilisez souvent, comme je fais, cliquez et descendez-le sur cette barre-là. Ça vous permet d'avoir un raccourci sur ça. D'accord? Directement, oui. Prenez le micro. Oui, c'est juste une petite contribution. Par exemple, si on veut chercher une image, donc ce que vous avez fait tantôt avec PSEJ, on peut chercher l'image en PNG. Donc pour que l'image soit conforme avec le fond de l'écran. Ah, pour insérer une image? Oui, oui. OK. Alors,
Là, c'est les notions d'image. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la transparence dans une image. La transparence, c'est ce que j'ai fait. Avec le logo PSG, vous avez vu qu'on a les verts, jaunes, rouges, mais on n'a pas de fond blanc derrière. C'est parce que c'est une image qui est transparente. On a les couleurs du logo, mais derrière, on n'a pas mis de blanc. Ça a été fait comme ça. D'accord? C'est des options. Et quand il y a une transparence, en général, ça veut dire que c'est un fichier en PNG. Parce qu'un fichier JPEG n'a pas de fond transparent. D'accord? Mais si je l'avais mis en JPEG, on aurait vu un fond blanc derrière. D'accord? Mais effectivement, dès que je l'ai inséré, il y a eu des problèmes de couleur. Parce que le vert, jaune, rouge posé sur le fond que j'avais ne passait pas. Si je devais le faire vraiment, je l'aurais mis sur un fond blanc pour que le logo soit visible, tout simplement. Donc ça, je vais aller juste refaire l'image et faire un JPEG, et là, j'aurai un fond blanc. Ou bien même de PNG, je mets un fond blanc. Voilà, c'est possible aussi. D'accord? Mais effectivement, ça permet de régler des problèmes de couleur. Alors, ici, donc, j'ai ouvert mon PowerPoint. Voilà, et ici, j'arrive ici. Et ça, c'est le PowerPoint que j'ai déjà ouvert, les derniers fichiers utilisés. Mais ici, il me dit « Nouvelle présentation ». Et là, il me propose tout de suite des modèles. Et je peux cliquer sur « Autre thème » pour avoir tous les modèles. D'accord? Et là, je regarde le modèle que je veux et je clique sur ce modèle-là. Voilà. C'est bon? Vous choisissez le modèle que vous voulez, tout simplement. Et vous travaillez sur ce modèle-là. Mais sachez que pour chaque modèle, en venant ici à conception, non, c'est où encore? Là où on peut changer. Oui, c'est là. Vous pouvez changer les couleurs. Vous voyez ici, regardez, les variantes. Vous pouvez changer les couleurs directement ici. Et vous pouvez même agrandir. Voilà. Tout ça, c'est des couleurs différentes que vous pouvez modifier en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. C'est bon? Et après, vous dupliquez. Vous insérez soit une nouvelle diapo, ou bien vous dupliquez celle-là, dupliquez, et là, vous avez une autre diapo. Mais le principe, c'est que sur les premières diapos, faites votre mise en page. Parce qu'après, il suffit juste de dupliquer. Ça, c'est extrêmement important de le savoir. Sur les premières diapos de votre PowerPoint, faites bien votre mise en page là-bas. Et après, vous n'allez faire que dupliquer. Et quand vous dupliquez, vous avez déjà la mise en page qui est déjà faite. Vous remplacez juste le contenu. Mais taille du texte, titre, couleur du titre, tout est déjà réglé. Et là, ça donne une certaine harmonie au niveau de votre design. Donc, sur les premières pages de contenu, c'est là où vous faites bien votre mise en page. Et après, vous dupliquez pour chaque page. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Donc, voilà, pour PowerPoint, il y a des questions. Alors, pourquoi PowerPoint, c'est extrêmement important? D'abord, si vous voulez être formateur, il faut maîtriser PowerPoint. 1. 2. Quand vous allez présenter, quand vous travaillez dans une boîte, vous allez présenter des choses au bureau, en réunion, etc. Vous avez toujours des choses à présenter. Quand vous avez votre propre entreprise, vous allez chez un client, c'est avec PowerPoint que vous allez vous présenter vos produits. D'où l'importance de bien connaître PowerPoint. Ce n'est pas un truc à côté qu'on utilise rarement, etc. Non, ce n'est pas compliqué du tout, hein. C'est le plus simple des applications. Il n'y a pas grand-chose à connaître, c'est juste ça. D'accord? Mais faites l'effort de connaître PowerPoint. Ça peut vous servir énormément. En termes de présentation de produits, quand vous avez des réunions avec un staff, etc. Vous mettez tout dans un PowerPoint et puis c'est fini. Quand vous participez à des séminaires, etc., on va toujours vous demander votre fichier PowerPoint. Ça, c'est vraiment la base, il faut maîtriser. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué, il n'y a presque rien à connaître. D'accord? Il y a juste des règles à respecter par rapport à la disposition des éléments, les couleurs, voilà, comment superposer les couleurs, éviter de mettre des textes trop petits, voilà, c'est juste ça. Et respecter la charte. Tous les titres de même niveau doivent être au même niveau de présentation. Si grand 1 est en jaune, grand 2 doit être en jaune, et même taille. Si petit a est vert et souligné, petit b doit être vert et souligné. C'est des règles à respecter. C'est valable aussi quand on fera Word. Des questions? Oui, on les prend. Allez-y, après vous. Juste pour
peut-être apporter une petite contribution par rapport peut-être à la création de la présentation. Par exemple, pour ne pas éviter de chercher trop au niveau du menu démarrer ici, il peut venir juste sur un espace vide du bureau ou dans le dossier, peut-être dans un dossier dans lequel on veut faire la présentation, faire un clic droit, nouveau, présentation. Et là, automatiquement, il va vous demander de mettre le nom de votre présentation. En même temps, non seulement vous créez, voilà, clic droit, nouveau, après, il n'y a pas Office. Oui, c'est parce que vous, sur votre machine, c'est configuré comme ça. Et ce n'est pas le cas sur toutes les machines. Sur d'autres machines. Voilà, parce qu'il y a tout dépend de la configuration de votre machine. Ok, ça c'est quel Office ça? Je ne sais même plus. Ok, d'accord. Voilà, mais... Attends, je vais voir. Je ne sais même plus quel Office j'ai en fait. Ok. À moins que ça ne soit Open Office. Mais dans les normes avec Office, de 2007 jusqu'à 2016, donc ah non, dans le bureau... Je pense que c'est 2016, je ne sais pas. Je sais plus. Dans le bureau, vous faites clic droit, nouveau, et puis vous avez Microsoft Office. Ou bien aussi vous faites ce qu'il a dit, vous recherchez. De toute façon, il est mais là. c'est la méthode la plus pratique pour clic droit, bureau, voilà. Nouveau document, et puis là, vous enregistrez automatiquement. Parce qu'avec cette présentation aussi, n'oubliez pas que vous allez après enregistrer. Ah oui, allez dans ça c'est fichier. important. Là, Voilà. j'ai commencé un document, il faut enregistrer. Enregistrer dans fichier autre chose. Donc, vous allez afficher et vous enregistrez. Voilà, merci. D'accord, c'est important d'enregistrer ces documents tout de suite. Dès que vous commencez, vous enregistrez. D'accord, d'autres questions? Une dernière question là-bas et on boucle. Donc demain, on va attaquer Word, qui est assez costaud quand même. On va perdre plus de temps avec Word. Et puis après, Excel, pas trop de temps, juste vraiment la base. Publisher, c'est vraiment en 5-10 minutes comme pour PowerPoint. Et puis après, les questions et réponses, les petites astuces à connaître. Et puis après, on a fini. Oui, parce que je voulais savoir Oui. comment insérer un son avec PowerPoint. En même temps, les images, le texte. Oui, alors, normalement à insertion, vous avez tout ici. Vous regardez insertion, et là vous avez vidéo, et vous pouvez même insérer une vidéo dans un PowerPoint. Vidéo, comme vous le voyez, et audio, tout simplement. Tout ça, c'est dans insertion. Ça va en même temps avec le texte. Ça déroule en même temps avec le texte. Dans un slide. Oui, quand le texte se déroule. Oui. Et qu'il y ait un son derrière. Ah, qu'il y ait un son qui accompagne le texte? Oui. Oui, c'est possible. Hein. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est possible. On verra ça demain. Mais c'est possible de mettre un son qui accompagne vos textes directement. Ça peut vous éviter peut-être de commenter vos textes vous-même. Mais pour montrer aux gens que vous maîtrisez ce que vous faites. C'est ça aussi PowerPoint. Et d'ailleurs, quand vous faites un PowerPoint, n'écrivez pas tout. Gardez des informations pour vous. Parce que c'est très ennuyeux de lire un PowerPoint. Vous faites un PowerPoint, vous lisez jusqu'à la fin, vous amenez un autre slide. Vous voyez, moi, tout ce que j'ai fait depuis le début, il y a beaucoup de choses que j'ai dites qui ne sont pas dans le PowerPoint. Parce que on ne peut pas tout mettre dans un PowerPoint. De deux, si vous faites un PowerPoint où vous ne vous mettez qu'à lire, ça montre un peu que vous ne maîtrisez pas les choses. Gardez les commentaires pour vous. Mettez l'essentiel dans le PowerPoint, mais le reste, dites-le vous-même. Ça donne une très bonne... On doit prendre juste en fait les grandes lignes. Voilà, mettez juste les grandes lignes et le reste, dites-le vous-même en commentaire. Ça va montrer que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de dire. Mais par contre, si vous mettez votre PowerPoint et vous mettez à lire, ben, autant imprimer le document et donner aux gens. Vous voyez, il faut faire très attention par rapport à ça. Mettez l'essentiel et le reste, commentez-le. D'ailleurs, sur PowerPoint, excusez-moi, une dernière chose, PowerPoint vous permet, regardez, je vais vous montrer quelque chose rapidement avant de partir, ça peut être très utile. Alors, regardez ce que moi je vois sur mon écran et vous ce que vous voyez. Regardez. Vous voyez que c'est différent. Vous allez voir le PowerPoint là-bas, mais moi j'ai la possibilité de faire des annotations sur mon PowerPoint qui vont me permettre de commenter ce que je suis en train de faire. Vous ne voyez pas ces annotations. Moi je pouvais écrire des choses ici et vous ne les verrez pas.
Et ça me permettra, moi, de faire des commentaires, de lire, pour ne pas oublier des choses, alors que vous ne voyez pas ces commentaires-là. Donc ça aussi, c'est possible de le faire avec PowerPoint. D'accord? C'est? Donc voilà. En tout cas, c'est très important parce qu'avec un PowerPoint, vous pouvez vendre un produit. Un PowerPoint bien fait, bien commenté, vous montrez que vous maîtrisez, vous êtes à l'aise. Déjà, vous avez acquis 50%. Pour vous dire comment c'est important de maîtriser quand même les présentations qu'on fait. D'accord? Et d'ailleurs, pour votre business plan, vous allez présenter vous-même. Parce qu'il y a quelque chose qu'on va essayer de faire aussi. Vous savez, quel que soit le produit que vous vendez, si vous n'êtes pas convaincant, les gens ne vont pas vous suivre. Ça, il faut le savoir. C'est extrêmement important la communication que vous allez faire. Ça veut dire qu'il faut être capable de venir, d'avoir des gens en face et de leur présenter un produit, d'être là debout devant les gens et de présenter un produit. Et ça, il faut que vous appreniez. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et tant que vous ne l'essayez pas, vous n'allez pas le faire. Au début, c'est très difficile parce que voilà, on est très timide, on a peur de faire des fautes, ceci, cela. Non. Il faut apprendre à se présenter devant les gens et à parler et à présenter un produit. Sinon, comment vous allez faire pour vendre? Vous allez convaincre qui? Personne. Donc, on va vous exhorter, vous aussi, à parler en public, à venir faire des présentations, etc., etc. Mais n'ayez pas peur de le faire, ça s'apprend. On est tous passés par là. Et après, c'est une fois qu'on le fait, une fois, deux fois, trois fois, après, on devient de plus en plus à l'aise, et puis après, ça passe. Parce que c'est extrêmement important, autant en entreprise que quand on est entrepreneur. Voilà, merci à tous, et on se revoit demain pour la suite. Demain à 9h, s'il vous plaît. Merci.